Bonjour à tous, vous êtes bien sur le plateau de Lady vous écoute. Nous parlons aujourd'hui des femmes dans un secteur inattendu, que dis-je, un secteur que l'on voit sans reconnaître ce qu'elles y font. C'est le secteur informel, je parle là du petit commerce. Les femmes sont comme des abeilles, souvent nous le disons sur ce plateau. Elles sont présentes sur tous les fronts malgré les difficultés de leur quotidien. Elles achètent de la main gauche, elles revendent de la main droite, elles vendent et quand il n'y a pas la lumière, elles continuent quand même à faire ce qu'elles ont à faire. C'est ça la magie et la polyvalence de ces femmes, lesquelles, malgré les difficultés du quotidien, continuent à aller de l'avant. C'est dans Lady vous écoute. Nous sommes en direct. Maintenant que la lumière est partie et revenue, elle ne repartira pas, certainement pas. 01 45 55 76 87. Nous sommes en direct. Merci de rester avec nous pendant ces 90 minutes de discussion où nous voulons mettre en lumière celles que l'on rencontre sans voir, les femmes et le commerce informel. Avec moi sur le plateau, deux invités. Madame Odile Ouanouké. Bonjour Odile. Bonjour Eddy. Je vous présente comme professeure de danse, chorégraphe. Vous êtes auteur aussi. J'ai entre les mains votre dernier ouvrage qui s'intitule Mama Nangai. Approche de la situation de la femme et de l'enfant dans la diaspora africaine en Europe, aux éditions Pyramide Papyrus Press. Tout à fait. Merci de nous l'avoir apporté. Nous aurons l'occasion certainement de puiser de la matière dans cet ouvrage pour alimenter notre discussion. Et avec nous sur le plateau, Monsieur Freddy Mongo, bonjour. Bonjour Madame Lady. Merci d'être revenu sur notre plateau. Je voudrais rappeler que vous êtes inventeur de brevets, mais vous êtes aussi le président de l'association SIAS, Centre d'initiative pour les actions solidaires. Merci à tous les deux d'être présents dans notre émission. Merci à vous qui êtes avec nous. Le commerce informel et les femmes, pour vous, qu'est-ce que c'est déjà ? Pour moi, en tout cas, c'est la façon de pouvoir survivre pour les femmes en général, quelle que soit la partie du continent ou la partie du monde où elles se trouvent. Oui. C'est une façon de dire je vis, de ne pas accepter l'échec et de pouvoir se débrouiller pour pouvoir enfin vivre déjà elle-même et faire vivre les gens autour d'elle. En gros, comme ça, tracer le tableau. Freddy Mongo. Bon, pour moi, commerce informel, c'est une façon que les femmes ont adopté pour aider les hommes. Oui. C'est pour aider les hommes. Parce que ce que l'homme apporte ne suffit pas. Il faut que la femme puisse aider. C'est la complémentarité. Sauf que quelquefois, cette aide devient la source de revenus principale, quelquefois. Oui, c'est vrai. Oui. Bon, parce que les femmes, naturellement, ce sont les économistes. Quand ils gèrent la maison, ce sont les économistes. Et cela prouve que ça aide. Complément de revenus, nous dit monsieur à juste titre. Effectivement, lorsque les femmes s'engagent dans le secteur informel, aussi informel qu'il soit, qui est celui du petit commerce, comme on le désigne techniquement, c'est parce qu'en général, elles ont besoin d'un complément de revenus pour le ménage. Elles ont déjà une activité quelquefois où elles sont femmes au foyer, mais elles décident, que ce soit à la campagne ou à la ville, de pouvoir quand même d'une main revendre pour avoir un peu d'argent pour arrondir les fins de mois. Et sous nos latitudes en Afrique, on les voit sans le voir, ce système-là. Ce sont ces femmes-là qui nous vendent des petits beignets à la sortie des écoles, qui nous vendent des fruits, des légumes, qui vendent de tout. Nous avons malheureusement l'audace de vouloir marchander, alors que généralement, c'est beaucoup de souffrance qu'il y a. Elles ont dû se lever très tôt, elles ont dû faire acquisition à un prix fort quelquefois de ces produits-là. Elles ont dû aller les chercher très loin, quelquefois en équilibre sur la tête, ou alors marcher à pied derrière le pouce-pouce qui pousse pour qu'il ne se sauve pas avec la marchandise, venir à la ville dans notre petit confort, au bord de nos voitures, nous proposer des produits, ou à nos enfants devant l'école. Et toutes ces âmes, finalement, la société ne veut pas voir que ce sont des femmes qui, finalement, sont des individus à part entière et non pas entièrement à part.
Oui, tout à fait. Et la société ne veut pas vraiment s'occuper d'elle parce qu'elle juge qu'elle ne rentre pas dans les cadres officiels de ce qu'on appelle économie qui peut faire avancer les choses étatiquement. Mais je pense que ce sont elles qui maintiennent en fait la base de la société et la base de l'État. Parce que sans ces femmes-là, il y aurait beaucoup de choses qui ne seraient pas en place, notamment la structure même de la famille, hein, l'avancement intellectuel de la famille. Je vois pour ces petites commerçantes, c'est elles qui nourrissent vraiment la famille, qui font que l'enfant va à l'école pour que la progéniture ne soit pas dans la même situation où elle se trouve, elle. Donc, elle se donne tous les moyens pour pouvoir faire avancer les choses. Et souvent, elles arrivent à survivre, à se dépasser par d'autres façons d'économie, comme a dit tout à l'heure l'homme que nous avons sur ces plateaux, c'est pouvoir permettre à ce qu'elle fasse des économies afin de pouvoir subvenir à tous les besoins, notamment par rapport à sa famille, par rapport aux études des enfants, par rapport à l'homme qui est dans la famille, si l'homme n'a pas vraiment de travail qui puisse faire en sorte que ça puisse nourrir sa famille. Monsieur, vous nous disiez que c'est pour aider l'homme, mais quelquefois, c'est pour s'aider soi-même aussi. Parce que quand bien même les revenus de ce monsieur dans le foyer permettent de gérer tout, les femmes aiment bien avoir cette marge d'autonomie financière qui va peut-être les pousser à faire quelques petits commerces. Pourquoi je dis pour aider l'homme? En réalité, c'est l'homme qui s'occupe de la femme. Hein. C'est l'homme qui s'occupe de la femme. Qui devrait ou qui s'en devrait? Qui devrait, oui. Voilà. Qui devrait aussi s'occuper de la femme. C'est la responsabilité de l'homme. Comme l'homme n'arrive pas, compte tenu des conjonctures actuelles, comme l'homme n'arrive pas, et la femme a dit non, je vais aider l'homme, qui est son fils. Comme vous allez vite en besogne. Voilà. Donc, la femme est là pour aider son fils. Mais malheureusement, ce qui nous implore aujourd'hui, ces femmes-là qui débrouillent pour aider les hommes laissent la concurrence. Le petit commerce dont on parle aujourd'hui, nos mamans qui préparent les beignets dans nos petits marchés. Mais au jour d'aujourd'hui, ces mamans-là, en face d'elles, il y a la concurrence. Va au Congo, dans le marché, vous verrez. Il y a des Chinois qui vendent du beignet que nos mamans devaient vendre. Or, les Chinois devaient faire la grande commerce. Hein? Exportation, créer des entreprises, créer des emplois. Mais les petits beignets, les commerces informels que nos mamans devaient faire, les Chinois, ils récupèrent ça. Voilà, tout cela, c'est l'homme aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est les Chinois ou est-ce qu'il faut regarder plus près de soi? Mais c'est l'homme, c'est l'homme. La femme est en train d'aider l'homme. Mais cet homme-là, au lieu de comprendre que la femme est en train de m'aider en faisant les petits commerces, parce que moi, je n'arrive pas, ce que je devais faire, je n'arrive pas à le faire, c'est l'homme-là, il laisse aussi la femme en face d'un grand commerçant ou d'un petit commerçant qui veut le concurrencer. Et lorsque vous dites la femme doit faire ce commerce en général pour aider son compagnon, est-ce que quelquefois ça ne l'induit pas lui aussi à baisser les bras et finalement à attendre de ce revenu qui était censé être un revenu complémentaire, qui devient par voie de fait un revenu principal? Oui, moi je pense que pour revenir à ce que dit Freddy, je pense que le commerce informel, c'est pas seulement pour les Africains ni pour les femmes. Madame, les petits commerces, les beignets que nos mamans vendent au marché. C'est par rapport aussi à tout un ensemble de choses qui font que, même en France, on trouve des femmes qui font des commerces. Absolument. Si, on en trouve. Vous allez à Barbès, au marché, vous allez en trouver plein. Et là, vous n'allez pas trouver des Africaines. C'est la France. Mais parlons, par exemple, en Afrique, dans un pays africain ou au Congo, par exemple, où les femmes débrouillent avec les beignets. Ils vendent le petit beignet pour se bénir à leurs besoins. Mais ces petits commerces-là, c'est pour les fils du pays. Pas nécessairement. Mais, oui. Lorsque les autres viennent, c'est pour investir, créer les emplois, créer des entreprises. Mais les petits commerces que nos mamans doivent faire pour subvenir à leurs besoins et aider l'homme qui n'arrive pas à faire ce qu'il devait faire. À chasser les Chinois? Pas chasser les Chinois. Non, mais dites aux Chinois, non, laissez les petits commerces aux mamans, à nos mamans qui débrouillent. Mais vous savez bien, est-ce que c'est à cette concurrence qu'il faudrait s'adresser? Ne faut-il pas s'adresser aux consommateurs en leur disant acheter à tel endroit ou à tel autre? Après tout, c'est aussi cela la loi du commerce. Quand il y a des prix, des tarifs compétitifs, le client va aller vers celui qui lui vend des produits moins chers, sans avoir des états d'âme par rapport à cette maman de son pays et
ceux chinois venus d'ailleurs. D'ailleurs, tout à fait. Mais c'est pourquoi je dis que c'est l'homme qui devait tout mettre en place. C'est l'homme qui devait protéger. Et ici, on parle de patriotisme économique. Ici en France, on parle de patriotisme économique. Mais nous aussi en Afrique, on ne peut pas parler de patriotisme économique. Donc le petit commerce que nos mamans, je suis là pour défendre les femmes. Je comprends les hommes, mais moi, je défends les femmes. Pourquoi? Il faut les défendre, c'est très important. Et pourquoi faut-il les défendre? Pourquoi faut Parce qu'il y en a deux sur le plateau? Il faut défendre les femmes parce que c'est la source de vie. Vos silos, c'est vous la source de nos âmes. Donc, les hommes doivent être les boas protecteurs des femmes. Et non pas le boa à valeur des femmes. Voilà, malheureusement, lorsqu'on laisse des commerces, des petits commerces aux autres qui viennent d'ailleurs, mais alors, ça dérange. Permettez-moi de revenir sur un point. Avant que de parler de cette concurrence, je vous le concède, qui peut interroger, revenons-en quand même à la réalité de ce quotidien de ces familles dans leur lieu de vie, en rappelant que même chez les Chinois, les femmes font du petit commerce. C'est un relationnel femme-homme qui va faire que les femmes vont, on les voit bien, elles vendent plein de produits, elles font de la cuisine, du service traiteur, informel peut-être, mais ce sont des femmes, j'ai envie de dire, comme toutes les femmes du monde entier. Elles montent donc au filet pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, et il est important peut-être d'interroger ce relationnel qui fait que celui qui devait subvenir aux besoins initialement soit démuni au point qu'il ne veuille pas lui forcément faire ce petit commerce. On pourrait s'interroger sur le fait que l'homme ne soit pas en train de vendre des beignets, tenez, puisqu'on en parle, par exemple. Ou par exemple que l'homme démissionne de toutes ses fonctions dans la société, qui fait que la femme maintenant prend le devant. Ça aussi, je pense que c'est une question à se poser. Pourquoi elle en arrive là à faire ça, et pourquoi l'homme maintenant a pris du recul, alors que initialement on connaît les Africains surtout qui se mettent en avant, c'est moi qui dois venir aux besoins de la femme, etc. Et on en arrive là, et tout part de la société jusqu'à l'État. Parce que quand on parle en disant ce sont les Africaines qui doivent faire les commerces informels, je ne suis pas d'accord. C'est l'État qui doit défendre pour qu'il y ait moins de commerces informels, pour que ces femmes-là puissent vivre normalement comme une femme européenne, comme une asiatique, comme tout le monde. Il n'est pas dit non plus qu'une Chinoise ne peut pas vendre du beignet en Afrique. Ce n'est pas l'apanage des autres continents d'être toujours des riches, ils peuvent être aussi pauvres. Donc quand on est pauvre, on se débrouille et on trouve le moyen de survivre. Même si on n'est pas sur son sol, voilà, dans son pays. Parce que le problème que vous posez, on pourrait continuer en disant les femmes d'origine africaine, notamment en France, font du petit commerce elles aussi. Les Français, à ce titre-là, pourraient s'interroger au nom de quoi viennent-elles faire du petit commerce ici. Exactement. Si on veut s'émouvoir sur ce que des non-africains en fassent en Afrique. Nous allons prendre, si vous êtes d'accord, notre premier téléspectateur au téléphone. Vous êtes à Amsterdam. Bonjour, monsieur. Allô, bonjour, Lydie. Bonjour, nous vous écoutons. Voilà, juste pour dire un mot par rapport au débat. Je veux un peu soutenir l'idée de mon frère, l'homme là. Et juste pour rappeler un peu ce qu'avait dit le défunt Mobutu. Vous avez raison, nous. C'est-à-dire essayer de faire en sorte que les petits emplois comme ça et ce que font nos mamans restent voilà, pour le fils du pays, quoi. On ne peut pas tout donner aux Chinois. On sait qu'ils ont déjà tout pris. Après, les Européens, ils sont arrivés, mais quand même, les petits beignets que nos mamans font, là, je suis d'accord pour la concurrence, mais il faut savoir que ces gens qui viennent investir chez nous, ils reçoivent des subventions de leur pays pour venir nous envahir, mais nos mamans, ils n'ont rien, c'est seulement ce qu'ils ont. Voilà, sur le. Mais alors, monsieur, est-ce que vous m'entendez? J'aurais bien voulu vous entendre aussi sur la réalité de ces femmes-là, indépendamment de la question de la concurrence, parce que la concurrence, elle est plutôt récente. Mais depuis la nuit des temps, on voit bien que les femmes sont au devant de la scène, de la petite scène économique. Elles sont présentes, ça n'était pas la question de la concurrence. Et cette question-là aussi, lorsqu'on veut faire valoir les droits des femmes et leurs attentes, leurs exigences, leurs besoins vis-à-vis des hommes, on entend parler d'autres considérations qui nous éloignent de la question. Voilà, je vois, je suis très d'accord avec vous, mais ce qui me touche beaucoup dans le débat, c'est l'idée que défend le frère. Il veut que vraiment on laisse le petit boulot là à nos moments. C'est normal, parce qu'en Europe ici, par exemple, un métier d'informaticien ou bien de quoi, là, on ne nous laisse pas faire. On dit d'abord les fils du pays. Et voilà, même tu as ton diplôme d'informaticien ou bien quoi, médecin, tu risques d'aller même dans les bâtiments. Donc chez nous aussi, on doit quand même, limiter les choses, donner aussi droit
aux fils du pays de conserver certaines choses qui nous appartiennent. Le peu, ne fût-ce que... Déjà, on voit que les Chinois qui font même les chikwang ici à Paris. Donc, si vous les achetez, ma foi, il n'y a pas de raison qu'ils n'en fassent pas. Merci, monsieur. Je voudrais qu'on revienne sur un point. Si vous prenez cette émission en cours, nous parlons du commerce informel, des femmes qui sont présentes dans ce commerce-là, sans forcément avoir la possibilité de passer à la vitesse supérieure. Ce n'est pas parce qu'on a commencé par le petit commerce qu'on a envie de rester dans le petit commerce. On a peut-être envie aussi d'émerger, de passer à une vitesse supérieure. C'est quand même plus confortable. Et là, les choses ne sont pas nécessairement aménagées, en vous rappelant que le débat n'est pas celui de la concurrence déloyale, mais bel et bien, que font les hommes quand les femmes transpirent? Tout à fait. Moi, je pense que là, il y a plusieurs sujets. Déjà, notre intervenant, j'aimerais rectifier des choses. Quand il y a eu la zaïanisation qu'avait fait Mobutu, ce n'était pas pour permettre d'avoir un commerce informel donné aux mamans congolaises. C'était plutôt de permettre aux Congolais qui étaient en place de pouvoir gérer ce que les Européens géraient, parce qu'on avait en fait nationalisé les sociétés qui n'étaient pas des sociétés nationales. Donc, ça a donné ce que ça a donné, c'est qu'il y a eu faillite, parce que les Congolais à qui on a donné les pouvoirs, de pouvoir exercer sur les sociétés, n'avaient pas vraiment la bonne gérance, qui fait que les choses sont parties en se dégradant. Mais il faut dire que par rapport à ces femmes-là, effectivement, il faut leur permettre de pouvoir avoir les moyens, de pouvoir dire, bon, on a commencé peut-être avec 5 tomates, bon, au bout de 10 ans, il ne faut pas qu'elles se retrouvent avec 6 tomates seulement, il faudra peut-être qu'elles se retrouvent avec toute une table. Elle vend plusieurs choses qui permettent à ce que la vie soit plus évolutive dans le sens social, qui permet c'est que sa famille soit bien, la société soit bien. Mais tout cela ne dépend pas seulement d'elle. Il y a aussi l'État qui doit faire quelque chose pour que ces femmes-là s'y voient de moins en moins, parce que c'est l'organisation étatique. On ne peut pas demander tout à ce que les femmes qui font des petits commerces pour pouvoir, en tout cas, survivre, puissent prendre la place de l'État ou des présidents qui gouvernent le pays, quoi, en général. Ce qui pourrait être assez étonnant, c'est qu'on entend nombre, dit-on, d'élites, voilà, masculines africains qui disent « Oh, mais moi, je suis allée à l'école grâce au petit commerce que faisait ma mère. » Sans pour autant, finalement, remettre en question ce schéma-là, sans pour autant penser à apporter un autre fonctionnement pour celles des femmes, là, ça n'est peut-être plus leur mère, parce que c'est une génération passée, mais ils ne proposent pas, c'est comme si dans leur esprit, cela allait de soi, que les femmes, les fillettes, on les voit, les fillettes aussi, derrière ce problème se cache celui de la déscolarisation ou de la rupture scolaire, ça allait de soi finalement pour tout le monde que la gente féminine, quel que soit l'âge, jeune ou moins jeune, soit vouée à se débrouiller comme elle peut. Je pense... Je voulais répondre un peu à ce que la sénatrice. Il y a, pour encadrer les femmes, il y a aussi ce qu'on appelle la volonté politique. Lorsqu'il y a la volonté politique, et cette volonté politique doit se transformer en boa protecteur. Protéger les femmes, quand ils font leur commerce, il faut essayer de leur donner des petits crédits. Hein? Il faut mettre les organismes en place pour encadrer ces femmes à évoluer. Il avait peut-être 10 chikwang, après 1 an, il en a 10, après 10 ans, il en a 1000, et pas forcément l'État, il y a aussi des privés. On peut poser la question, qu'est-ce que nos privés, qu'est-ce qu'ils font, les privés en Afrique? Bon, nos intellectuels, bon, je ne dirais pas les intellectuels, les diplômés. Les Africains qui ont des diplômes, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils proposent? Est-ce qu'ils ont des propositions à faire au l'État pour encadrer toutes ces femmes-là? Voilà, c'est là où il y a le problème. On peut toujours condamner l'État, mais l'État est là. L'État, il attend des propositions. À ramener les projets. Faites vos propositions. Allez négocier. Je pose la question, est-ce que les intellectuels africains ou les diplômés africains, ils savent vraiment négocier? L'art de négociation. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut développer là-dessus. Je voudrais vous retourner la question. Vous dites que font les intellectuels, que font les gouvernements, mais que font les hommes, tout simplement. Pourquoi, si celui-là qui vit au quotidien avec cette jeune fille, avec cette fillette, avec cette jeune femme, avec cette maman, des fois fatiguée par le temps, ne réagit pas à cette situation, au nom de quoi un gouvernement finalement bien éloigné de la réalité de cette femme penserait à lui venir en aide?
C'est pourquoi c'est les hommes. C'est les hommes. Je pense que c'est les hommes qui... Donc, réveillez-vous. Non, mais je pense que... C'est les hommes qui doivent prendre les choses à main. Oui, mais Parce qu'ils sont... Prenons par exemple mon cas. Moi, j'ai été élevé par une dame qui était commerçante. Je suis témoin oculaire. Hein. Si c'était elle, je devais faire beaucoup d'études. Vous voyez? La dame a dépensé, il m'a donné tout ce qu'il faut. Vous voyez donc, je suis témoin oculaire, je vois comment les femmes vont au Kinshasa, vous verrez à 5h, 4h du matin, les femmes sont déjà au marché. Les hommes, ils sont des témoins oculaires. Mais c'est à eux maintenant de réfléchir comment nous devons encadrer ces femmes. Nous allons prendre un deuxième téléspectateur au téléphone. Monsieur, bonjour. Alors, bonjour Lady, c'est Moussa, j'appelle d'Amsterdam, c'est moi qui ai été interviewé tout à l'heure là. Tout à fait, nous vous écoutons. Voilà, juste je veux rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport voilà, au chômage, encadrer les femmes et tout ça. Vous savez, l'échec aujourd'hui sur notre continent est dû, comme a dit le grand frère, par rapport aux volontés politiques. C'est-à-dire, en Afrique, nous sommes restés sur le système classique, c'est-à-dire l'enfant doit aller à l'école primaire, après c'est le secondaire, après c'est le bac, c'est l'université. Bon, s'il y a eu échec au cours du parcours, c'est fini, la personne il est perdu et puis il est là au quartier. Alors qu'ici en Europe, les gens, ils ont déjà compris, ils ont changé le système. Par exemple, je vous dis ici en Hollande, voilà, le système, c'est à peu près comme la France, mais ici c'est un peu différent. Ils essaient, dès le bas âge, à partir de la 6e même ou du CM2, essayer déjà de détecter chez l'homme, chez l'enfant, il est capable de quoi? De faire quoi dans sa vie? Est-ce qu'il peut aller loin ou bien il est bon dans quoi? On essaie de l'orienter dès le début. Même s'il fait échec au cours de son parcours, il n'arrive même pas au terminal, ou s'il rate le bac, ou bien il n'arrive pas en classe de 3e. Mais la formation professionnelle, ils insèrent ça dans leur système. Donc, on n'est plus dans le système classique. Il y a la théorie et les cours pratiques dans les entreprises, dans l'enfant, avant d'arriver en classe de 3e, il est déjà professionnel dans un domaine. Si on faisait ça en Afrique, même si tu échoues, tu as déjà un métier. Tu peux être électricien, tu peux être maçon, une femme peut être, voilà, ce qu'elle peut devenir comme ça. Et puis, l'État de son côté peut créer des entreprises, peut aider aussi les jeunes entrepreneurs pour qu'ils évoluent et embaucher les autres. Nos États sont là. Merci monsieur. Si vous prenez cette émission en cours, nous parlons donc du petit commerce, secteur informel s'il en est un, où les femmes sont majoritairement nombreuses. Je vous rappelle que nous sommes avec deux invités sur le plateau. Monsieur Freddy Mongo, président de l'association SIAS, qui est le Centre d'initiative pour les actions solidaires. Et je vous interrogerai justement tout à l'heure sur la solidarité ou les procédures que vous pourriez mettre en place dans le cadre de votre structure associative en faveur aussi de ce dont nous parlons. Et avec nous sur le plateau, Odile Wanouké, professeure, danseuse, chorégraphe, auteur d'un ouvrage que nous avons sous vos yeux qui parle des femmes, qui s'intitule Mama Nangai, en rappelant pour ceux qui ne parlent pas aussi couramment le lingala que Mama Nangai, c'est... Ma mère, mon Dieu. Mon Dieu ou ma mère, encore que cela voudrait dire quelque chose, la même chose ça quelque part. Vous avez longtemps été aussi animatrice radio. Je voudrais vous interroger sur un point, tout en nous disant, Monsieur Mongo, si présent, tout en nous disant, il faudrait que les femmes soient accompagnées pour pouvoir émerger de ce statut de petite commerçante. Il dit qu'il faudrait leur donner des petits crédits. Alors, si le crédit est petit, il n'y a pas de danger qu'elles puissent passer à la vitesse supérieure? Non, elles ne peuvent pas passer à la vitesse supérieure avec de petits crédits et sans un planning d'évolution sociale pour ces femmes-là, globalement, parce que de petits moyens, je pense, elles en font déjà, dans le sens que traditionnellement, on a quelque chose d'économique qu'on appelle les tontines en Afrique, qui existe depuis la nuit des temps. Donc, par ces moyens-là, elles arrivent à s'entraider. Mais je pense que si l'État met en place quelque chose, il faudra que ça soit vraiment quelque chose de pensé, de bien planifié pour que les pays africains puissent sortir le peuple de cette misère qui n'est autre que tout simplement par manque de vision politique et d'une ligne économique qui fait que les autres pays, que ce soit les pays européens ou que ce soit les pays africains, ont planifié pour les États, pour faire sortir la population de cette misère-là. Donc je pense qu'il faut penser plutôt aux grands moyens pour donner à ces femmes-là, bien sûr,
commencer par petit à petit pour pouvoir monter, sinon ça sera toujours la même chose. Moi, j'ai vécu au Congo la plupart du temps, et j'ai vu l'héritage d'une maman qui faisait du commerce de braises, et sa fille, 30 ans plus tard, elle faisait toujours la même chose. C'est pas normal. En plus, elle a été à l'école, etc., etc. Donc là, quelque part, il y a l'État qui n'est pas là. Et on sait que traditionnellement, la femme africaine, c'est une femme qui a toujours su se débrouiller. Et d'ailleurs, si aujourd'hui l'Afrique est debout, en tout cas, c'est grâce aux femmes quelque part, ces petites commerçantes-là. Et monsieur, vous disiez aussi, plutôt monsieur à Amsterdam disait au téléphone, il faudrait qu'il y ait des formations, qu'on puisse passer à autre chose, des formations professionnelles notamment. Encore faut-il avoir été scolarisé. Et si on l'a été, encore faut-il n'avoir pas été déscolarisé. Je parle là des jeunes filles. Non, je pense, comme je disais toujours, il ne faut pas chercher à copier d'autres choses à 150%. Ouais. Prendre ce qui est bon, mais il faut faire des choses par rapport à nous. Par rapport à notre culture, par rapport à nous. C'est ça. Si nous voulons changer les choses chez nous, même encadrer les femmes dont on parle dans leur commerce informel, il faut les encadrer selon les réalités du terrain. Alors, selon les réalités de ce terrain, sont-elles vouées à n'être que dans l'informel? N'ont-elles pas besoin d'accompagnement, de budget pour pouvoir passer à une vitesse autre que ce qui les oblige à se lever à 5 h du matin, à marcher sous le soleil, la pluie, dans le vent, les pieds nus, ils ont besoin de budget et l'encadrement. C'est-à-dire ces femmes-là, ils ont l'intelligence, mais en désordre. Voyons donc. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont l'intelligence. Non, moi, je suis pas d'accord. Écoutez, Oui, ils sont intelligents. Ils ont la connaissance, mais en désordre. Maintenant, les gens qui sont structurés vont structurer toutes leurs connaissances-là pour les encadrer, arriver à faire ce qu'ils devaient faire. C'est ce que les hommes, souvent africains, n'arrivent pas à faire. Pas tous les hommes, je condamne pas tous les hommes, mais... Elles sont très, très, très bien structurées et prenons juste, par exemple, partant des relations des femmes qui sont ici et celles qui sont en Afrique, on voit qu'elles ne travaillent pas, qu'elles sont au chômage, on se moque d'elles, elles font des petits commerces comme ça, mais je pense que les femmes qui envoient ce qu'on appelle les subsides pour les familles restées en Afrique, c'est plus que les budgets de l'État, des fois, dans certains pays. Donc, je pense qu'elles sont très structurées. C'est l'État qui doit se structurer pour aider. Est-ce que cela ne fait pas le jeu de l'État quelque part? Parce qu'on parle de secteur informel, mais la vérité étant que ce secteur informel alimente le secteur formel. Ça arrange bien les choses. Secours populaire d'Afrique. Hein? Parce que je suis membre du Secours populaire d'Afrique, qui est le président, M. Tsimbambongo. Nous avons 100 mamans qui fabriquent le chikwang. Ce que je parle pas dans le vide. Hein. Nous avons 100 mamans qui préparent le chikwang. On a essayé de discuter avec ces dames-là. Souvent, ces dames-là, ils sont intelligents. Ils ont des connaissances. Mais il faut quelqu'un qui est structuré pour structurer ce qu'ils en ont. Vous voyez? Et c'est là qu'il y a des problèmes. Donc, je peux dire ceci. Que les diplômés, souvent africains, ou les diplômés au Congo, ou je ne parle pas, l'exception ne manque pas dans tous les cas, ne savent pas encadrer les gens qui ont des idées. Nous allons prendre Madame Arène au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour Madame. Je vous appelle parce que justement je suis intéressée par ce que vous dites à l'émission. Alors moi j'ai été présidente d'une association des femmes à Rennes. Donc j'ai longtemps managé les femmes dans diverses activités dans la ville de Rennes. Mais bon, il y a une chose que j'ai constatée, parce que justement vous parlez de l'économie informelle. Donc moi, pendant cette période, donc j'ai eu affaire aux femmes. Certaines d'entre elles, c'était des femmes plus ou moins diplômées. Et quand il s'agit de mener des actions, mon constat que j'ai pu faire, la femme africaine, même si nous organisions dans beaucoup d'activités, mais quand il s'agit de prendre en main des grands projets, il y a cette peur qui s'installe auprès des femmes. Les femmes africaines n'ont pas vraiment, je ne sais pas si c'est lié à la culture ou c'est lié à notre éducation, et j'ai eu un constat comme quoi elles se sous-estiment en fait. Elles n'ont pas vraiment cette volonté de s'engager dans des vraies actions, des actions plus ou moins importantes.
Et même dans ce qui concerne l'économie, c'est exactement la même chose. Et donc chaque fois que j'envisageais intervenir, parce qu'on faisait souvent appel à nous pour mener des actions importantes comme le Téléthon à caractère africain. Et donc, il y avait toujours cette peur qui était là. Oui, non, mais c'est trop important. Comment on va faire? Et toi, tu t'engages toujours dans des choses beaucoup plus importantes. On ne peut pas. Il faut arrêter. Et donc, dans l'humanitaire, c'était la même chose. Et dans le commerce aussi, c'était la même chose. Donc, du coup, j'ai été vraiment déçue. Et j'ai même démissionné de mon titre de présidente. Et donc, voilà ce que je voulais dire. Est-ce que c'est pas un problème culturel que les femmes africaines ont en soi? Moi, c'est la question que je me pose réellement. Merci, madame, pour ce témoignage. Je voudrais vous laisser réagir à cela, bien évidemment. Alors, est-ce que c'est un frein de l'intérieur? La question revient souvent sur ce plateau. Ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui vont amener les femmes à ne pas vouloir sortir d'un certain cadre, sachant qu'il y a quand même ce parallèle qu'il va falloir gérer? C'est bien beau d'avoir un commerce qui ne soit pas petit commerce, car petit qu'il est, il a l'avantage de pouvoir être conciliable avec la vie de femme. Quand il devient la méga-industrie, c'est autre chose. Oui, mais on se débrouille. Quand c'est méga-industrie, pourquoi un PDG ne peut pas avoir les mêmes capacités qu'une PDG? Donc, je pense qu'on se débrouille. Je voudrais par contre rectifier quelque chose, ou en fait donner ma contribution à ça, c'est que l'africaine, c'est pas culturel qu'elle soit pas au devant des choses, parce qu'il faut comprendre, c'est quelque chose qui est venu après par rapport à l'intervention de l'Occident par rapport à la structure des vies en Afrique, à la colonisation, à l'esclavage et tout ce qu'on peut dire qui a fait que la femme aujourd'hui n'ose pas prendre les choses au devant, parce que quand on regarde l'histoire de l'Afrique, même on regarde l'histoire sur les 5 continents, on verra que l'Afrique, c'est le continent qui a plus porté des reines, des chefs des villages, des chefs d'armée, etc., etc. Donc dans sa tradition, l'Africaine, c'est quelqu'un qui dirige la société. Et on verra que la plupart de nos sociétés traditionnelles, dans le temps, si on remonte dans l'histoire, ont toujours été des sociétés matriarcales. Donc c'est la femme qui était toujours au devant. Et même jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines tribus où la terre appartient à la femme parce que c'est elle qui dirige, c'est elle qui gère la société. Donc ce n'est pas une histoire des cultures. Peut-être c'est une histoire qui a été déformée. La mentalité a été déformée parce qu'à un moment donné, on a toujours matraqué dans la tête de l'Africaine et l'entourage que l'Africaine, c'est une personne qui ne peut pas se débrouiller toute seule, c'est une soumise, c'est une pondeuse, c'est une qui fait que tout ça est rentré dans la tête de l'Africaine qui fait qu'elle n'ose plus parce que, bon, si les maris n'ont pas dit, je ne peux pas. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit dire que c'est dans la culture africaine, non, c'est dans la déformation de l'histoire de l'Africaine et que l'Africaine aujourd'hui doit rattraper les choses pour pouvoir s'en sortir. Parce que si on voit aujourd'hui dans les sociétés, dans nos pays où il y a plein de difficultés, ce sont les femmes qui maintiennent encore ces sociétés-là. Donc, ce n'est pas une question de culture. Et je pense qu'abandonner aussi vite, vous n'avez pas aidé les autres femmes. En tout cas, je ne sais pas de quelle nationalité vous êtes, mais il fallait continuer et justement pousser ces femmes-là à aller au devant pour leur dire non, ne baissez pas les bras, que ce n'est pas seulement parce que les choses sont grandes qu'elles doivent être données aux hommes. La femme aussi doit faire des choses grandes. Non, pour soutenir ce que la dame a dit, il y a M. Serge Dantatou qui a écrit un livre, Femme noire, je te salue. Oui. Femme noire, je te salue. Et du Serge Dantatou. Là, vous verrez, il y a des femmes qui ont marqué l'époque. Il y a la mère qui a été vif et brûlée en Angola, Kimpa Vita. Il y a Nzinga Lolo qui a dirigé le royaume. Il y en a au Cameroun. Il y a une dame qui a... Il y en a beaucoup de femmes africaines qui ont cartonné, qui ont fait des choses importantes comme... Mais à chaque fois, moi, je les appelle des femmes d'exception quand ce sont des modèles rares. Jusqu'aujourd'hui, il y en a encore. Dans leur époque. Il faut les encadrer. L'homme doit encadrer ces femmes-là. Il y en a aujourd'hui. Est-ce que c'est l'homme qui doit les encadrer d'ailleurs? Parce que la véritable question aussi, c'est vont-elles prendre à leur compte cet encadrement? Pourquoi je dis l'homme doit encadrer ces femmes-là? Parce qu'à côté, vous devez savoir qu'il y a la complexe d'infériorité. Je vois, moi, des hommes qui n'acceptent pas avoir en face une femme qui réfléchit bien.
Mais ça, c'est une mentalité apportée de l'extérieur. Je suis désolée, quand on regarde dans les sociétés traditionnelles, on prend la femme en Inde, on prend la femme en Europe, on prend la femme en Afrique. L'Africaine a toujours été une femme indépendante et respectée par les hommes. Ça, c'est une mentalité qui a été apportée. Donc, ce sont les hommes qui doivent faire un effort pour pouvoir se dire, tiens, c'est ma maman, tiens, qu'est-ce que je dois faire pour ouvrir cette société-là? Oui, je comprends. Donc, l'homme doit enlever cette complexe-là. Voilà, je préfère. Il doit comprendre que la vie aussi, c'est la complémentarité. La femme est là pour m'aider, moi aussi je vais l'aider. C'est tout simplement. 01 45 55 76 87 dans les 10 vous écoute, nous parlons des femmes et du commerce informel. C'est l'urgence qui les fait réagir. Elles montent donc au filet et ne se posent pas mille et une questions, ne font pas nécessairement une fastidieuse étude de marché. Elles y vont de manière empirique. La réalité étant que quand elles réussissent, elles continuent, elles vont de l'avant. Et ce modèle-là, cependant, n'est pas celui seulement des femmes rurales ou des femmes en Afrique. Les femmes du monde entier, où qu'elles soient, et pour revenir à la diaspora africaine, les femmes, lorsqu'elles sont en Europe, les femmes originaires d'Afrique, elles vont continuer, quand bien même elles ont fait des études, quand bien même elles ont un emploi à plein temps. Cette spontanéité à avoir quelque chose en plus, est-ce que l'on constate fréquemment? Oui, oui. En tout cas, on constate ça et moi je le fais en général aussi, c'est-à-dire avoir toujours des revenus qui puissent permettre de compléter le premier revenu. Hein. Ça, c'est une façon de pouvoir accomplir ses tâches et ses responsabilités, parce qu'on a la famille ici, il faut dire que la femme africaine qui est ici a une double responsabilité, la responsabilité de nourrir déjà sa famille ici et aussi de penser à celle qui est en Afrique. Donc du coup, elle ne peut pas se croiser les bras en disant bon, ça me suffit avec ma famille qui est ici, mais elle pense toujours aux autres. Donc pour penser aux autres, il faut penser à un complément d'économie. Donc on se met à 4 pour pouvoir se débrouiller, et qui fait que la femme dans la diaspora, en tout cas, comparée à l'homme, elle est plus forte. Hein. Ce n'est pas pour dénigrer nos hommes, c'est pour leur dire tout simplement de se bouger un peu et de se dire, tiens, la femme, elle part à 5 h du matin, pendant que quelques maris, et je ne dis pas tous, en tout cas. Alors, monsieur à Bruxelles, vous êtes au téléphone, bonjour. Oui, allô. Nous vous écoutons, monsieur. Vous allez arrêter votre téléviseur, par contre, nous nous entendrons mieux. Bonjour, je vais arrêter un peu, je vais baisser le volume. Oui. Allô? Allez-y, je vous prie. Vous m'écoutez, s'il vous plaît? Parfaitement, monsieur, vous pouvez parler. Oui, voilà. Alors, je disais que je voudrais répondre à la dame qui, tout à l'heure, qui a eu à faire une intervention. En disant que c'était la culture, je pense que c'est une erreur grave de croire que la culture des femmes africaines ou bien certaines cultures bloquent des gens, malheureusement. Il y a encore des gens qui prennent les choses de cette manière. Je ne pense pas à cela. Bon, cela dit, en ce qui concerne le commerce formel et informel, vous savez déjà que c'est très difficile parce qu'on est dans des États économiquement forts. Et quand vous êtes dans le secteur informel, vous attaquez directement l'économie de ce pays. Donc ça ne serait pas possible, plus ou moins. Ce que moi je pourrais conseiller, c'est que l'État peut vraiment donner des aides à certaines femmes qui sont dans des situations très difficiles. Pourquoi? Parce que si on entre dans le domaine du commerce informel, il y aura certains coûts qui ne seront pas peut-être contrôlés. Et généralement, je parle par exemple des hommes qui sont machos, qui mettent sous la dominance certains commerces. Je ne voudrais pas aller dans les profondeurs. Non, il faut y aller. Non, je ne veux pas, je me limite à ce niveau-là. Donc je pense plutôt que l'État peut vraiment aider ces femmes, nos mamans, nos sœurs, qui se battent tellement pour nous aider à ces enfants de devenir des grands footballeurs en France, en Belgique, un peu partout. Ok, oui. Donc, ça, c'est un débat qu'on peut même faire dans un parlement. Merci beaucoup. C'est nous qui vous disons merci, monsieur. Alors, en attendant que ce soit au Parlement, c'est sur notre plateau. Vous êtes les bienvenus. Notre ligne reste ouverte. Je voudrais que nous en revenions à votre ouvrage, Odile Ouanouké, approche de la situation de la femme et de l'enfant dans la diaspora africaine en Europe. Bien sûr, dans les 10 vous écoute, on va déjà prendre la situation de la mère, parce que si la mère se porte bien, par voie de conséquence, l'enfant va en bénéficier. Est-ce que ce dont nous parlons, déjà, qu'est-ce qui a motivé
ce que vous écriviez cet ouvrage? Ce qui est motivé, c'est en fait le constat de voir sur le terrain notre situation. Effectivement, que nous n'étions nulle part et que nous n'allions nulle part et que de plus en plus l'Afrique était en danger, les Africains étaient en danger. La deuxième chose, c'est que c'est un ouvrage avec lequel je vais faire un sujet sur la culture. Et donc, pourquoi Mama Nangai? Mama Nangai, c'est un cri. Déjà, Mama Nangai, ça veut dire ma mère, si on traduit littéralement, mais en fait, c'est une émotion, c'est un cri, c'est une interjection. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et quand on sort ces cris-là, c'est qu'il y a quelque chose vraiment de très grave. Rien ne va plus. Rien ne va plus et on doit prendre une décision, c'est qui tout double. Si vous êtes en face de quelqu'un, c'est soit lui qui s'en va, soit c'est vous qui restez. Il n'y a pas de concession à faire quand on sort cette émotion-là et que au regard de notre société, surtout la diaspora africaine en Europe, vraiment, il y avait beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup de choses, notamment ces femmes qui sont ici, elles vivent des commerces informels et que leur situation est complètement déplorable et c'est ce qui m'a poussée en disant qu'est-ce qui se passe, où nous allons et comment nous en sommes arrivés là, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller de l'avant. Voilà en fait les questionnements de ces livres-là. Où trouve-t-on cet ouvrage à 20 €? Je vais faire mon petit commerce moi aussi de bonne femme seulement. Venez me tromper, dit-on sur les marchés. Alors où le trouve-t-on? On trouve à la FNAC, on trouve à l'Harmattan, on peut le commander à l'association Espace Wajler qui peut donner ces livres-là. Voilà, en tout cas, on peut les rencontrer sur Internet aussi, on peut les trouver. Voilà, nous allons prendre monsieur à Paris au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis très content de suivre votre émission. Ça me fait très plaisir, vous faites avancer les choses. Mais il y a un problème, je voudrais intervenir au sujet, ce qu'a dit le président M. Freddy. Tout à l'heure, il a parlé que les femmes africaines, elles ont une intelligence mal déplacée. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. Déjà, les femmes africaines, elles sont très intelligentes. C'est les femmes vraiment qui se battent, qui protègent leur mari aussi, qui font beaucoup pour leur mari. Mais le problème est que l'homme africain ne respecte pas la femme africaine. En Afrique, la femme n'a pas de droit. C'est surtout ça. Si une femme africaine était respectée comme en France, les choses vraiment devraient être évoluées parce qu'un homme africain n'accepte pas de voir une femme évoluer. L'handicap, c'est là. Hein, ce n'est pas un problème des politiques. Moi, je me dis, c'est le problème de tout un chacun. Tous les hommes africains doivent mettre dans leur tête que la femme, laisser le droit à une femme. Même aujourd'hui en France, je vois des gens, pour eux, la femme, c'est une femme soumise. Tout ce que l'homme dit, la femme doit dire oui. C'est pas ça. Hein? Le monde a évolué. Nous ne sommes plus dans des années 30. Hein? Ce que dit M. Freddy, moi j'ai des amis béninois qui ont des associations qui donnent des crédits aux femmes. Je ne sais pas, M. Freddy, si vous le faites ou pas. Parce que vous, depuis tout à l'heure, vous n'arrêtez pas à dire que l'homme doit protéger la femme. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par là. Donc ma question, c'était ça. Je voudrais que M. Freddy puisse me répondre à cette question. Merci, monsieur, pour votre appel et pour la transition. Donc, je voulais effectivement en venir donc à votre association, Centre d'initiative pour les actions solidaires. Est-ce que, entre autres actions de solidarité, même si ça n'avait pas encore été mis en place, serait-il envisageable que vous puissiez mettre quelque chose pour pouvoir passer des incantations à l'action? Oui, nous avons déjà commencé. Nous travaillons avec beaucoup d'associations. On travaille avec Secours populaire d'Afrique, on travaille avec AIA, on travaille avec Son Culture 3000, on travaille avec APVICO, ADEVICO, on travaille avec AMC Aide Médicale à Congo. Nous avons déjà construit le centre médical au Congo. Quant à nous, proprement dit, l'association Centre d'initiative pour les actions solidaires, nous, notre but, c'est de créer, d'inventer, de concevoir les produits, vendre pour aider. C'est-à-dire, notre objectif, c'est créer, inventer, concevoir, vendre pour aider. Nous avons des artistes, des créateurs, des concepteurs dans notre association. Si nous arrivons, par exemple, à inventer quelque chose, nous allons vendre ça et prendre de l'argent, donner aux associations de réaliser leurs projets. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, nous avons 44 modèles de sacs.
Nous avons 44 modèles de sacs de sport. Nous avons dans notre association 44 sacs de modèles de sport que nous sommes en train de faire des démarches pour proposer à la société Ernest, s'il prend ça, s'il commercialise, nous, notre part, c'est pour faire les œuvres de solidarité. Monsieur à Paris, bonjour, en espérant que vous avez eu réponse à votre question, vous qui avez appelé précédemment. Oui, bonjour. Excusez-moi, s'il vous plaît, je voulais intervenir pour M. Freddy à ce qu'il a dit à propos des femmes en Afrique. Franchement, je suis avec ma femme ici, on va parler tous les deux. Je ne sais pas si vous pouvez nous permettre. Allez-y, je vous prie. Différentes. Pour moi, je pense que ce monsieur-là, il a raison. Il a raison pourquoi les femmes en Afrique, ils sont très négligés par les politiques africains. Normalement, les femmes africaines, ils ne devaient pas être comme ça. Vous voyez, maintenant, il y a des enfants abandonnés en Afrique parce que c'est les femmes qui gardent l'enfant. Ce n'est pas les hommes, c'est les femmes. Donc, j'aimerais bien que ces femmes-là soient quand même soutenues par des idées comme les monsieur dit là. Même si vous voyez les Chinois là en train de travailler en Afrique, machin, c'est des associations. C'est des associations. Vous mettez à côté, vous dirigez les femmes, il fait des chikwang, les chikwang là, ça va être importé, machin. Il y a une organisation qui fait ça. C'est mieux. C'est des idées à aider la femme. Comme nos politiciens, ils ne veulent pas même donner la femme même 100 € par mois, même si elle ne travaille pas. C'est normal, même si elle ne travaille pas, mais si elle gagne 100 € par mois en Afrique, elle va aider ses enfants. Excusez-moi, il y a ma femme, il veut rajouter quelque chose, s'il vous plaît. Madame, bonjour, nous vous écoutons. Allô, mais on n'est pas dans le direct, là. En fait, oui, nous suivons l'émission. Hein. Bonjour, madame, monsieur. Nous vous écoutons. Oui, bonjour, madame. Non, en fait, c'était juste mettre un petit éclaircissement sur ce que venait de dire un intervenant tout à l'heure, hein, qui voulait reprocher M. Mongo ce qu'il voulait dire par rapport aux femmes. En fait, M. Mongo, il n'est pas... j'ai l'impression qu'on est en train de le mettre un peu hors du sujet alors qu'il est bien dans le sujet, en fait. Il parle bien, peut-être c'est qu'il ne sait peut-être pas bien poser les mots comme il faut. Donc il lui manque peut-être cette éloquence-là. Mais sinon, il parlait tout à l'heure par exemple, de la femme chinoise. En fait, la femme chinoise qui est chez nous, il vient faire le petit commerce là. Il rentre, voilà, il vient faire le petit commerce dont nos mamans, c'est leur gagne-pain. Pourquoi ils ne viennent pas faire leur commerce comme ils viennent là-bas pour des grands bâtiments et ils n'ont qu'à rester dans leurs grands bâtiments au lieu de venir piocher encore dans nos petits commerces qui est notre gagne-pain. Merci, madame. Alors, vous avez essayé de voler au secours de monsieur. Mais la question qu'on pourrait se poser, si j'étais moi chinoise, en vous voyant rentrer dans mon magasin, acheter vos chikwang préférés, je vous retournerai vers vos commerçants que vous n'avez pas diaspora africaine en vous disant exactement la même chose. Ce ne serait pas un juste retour des choses. Merci pour vos appels. Nous allons donc en images regarder la cérémonie de dédicace de votre ouvrage, Dame Odile Wanouké. C'était en Belgique. Regardez avec nous. Voilà, Madame Wanouké, nous sommes à l'ambassade du Congo où il y a lieu le vernissage de votre livre Maman Nangai. Pouvez-vous nous expliquer à nos téléspectateurs en quelques mots, Maman Nangai, quid? Maman Nangai, quid? En tout cas, d'abord, je tiens à remercier Monsieur l'ambassadeur et toute l'ambassade d'avoir permis, en tout cas, cette dédicace. Maman Nangai, c'est un cri de stupéfaction, un cri d'indignation, un cri de dire attention. Où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous allons? D'où nous venons? Qu'est-ce que nous faisons par rapport à la communauté? Et je prends la cellule de base qui est la famille. Et dans la famille, je prends celle qui protège cette structure qui est la maman et aussi la personne la plus fragile, l'enfant. Donc c'est une approche de la femme et de l'enfant dans la diaspora africaine en Europe. Et sinon, quel est votre constat en gros?
Mais j'ai constaté que par rapport aux lois et par rapport à l'histoire des migrations africaines, en tout cas la structure des bases africaines a migré, s'est détériorée dans le sens où on n'attendait pas du tout de l'Europe. Quand on vient de l'Afrique, l'Europe, c'est là où on peut trouver toutes les bonnes choses qui puissent permettre à l'Afrique d'évoluer. Or, en venant en Europe, cette cellule qui a migré, elle a subi des détériorations qui ne permettent pas à ce que l'Afrique avance. Au contraire, qui fait qu'on ne se retrouve plus. Les enfants qui sont nés ici ne se retrouvent pas entre la culture de leurs parents venus d'Afrique et la culture de pays d'accueil. Donc, c'est ce qui cause un problème. Donc, quelque part, il faut qu'on se reprenne en charge. Maman Nangai, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons nous aider parce que les pays d'accueil ne sont pas là pour nous. Ils sont là pour protéger leur territoire, protéger leurs lois, etc. etc. Donc, c'est à nous, migrants, de dire, tiens, comment est-ce qu'on peut s'intégrer sans pouvoir perdre notre âme? Parce que quand on manque de culture, on n'est que l'ombre de soi-même. Et quelle piste de solution, rapidement? C'est d'abord la culture, considérer au premier plan la culture. Parce que quand on n'a pas sa culture, on ne peut pas. On ne peut pas être africaine, même si on a vécu longtemps en Europe, être une blanche, on ne peut pas. Et quand on a vécu très très longtemps en Europe, on n'est plus vraiment une africaine traditionnelle. Donc il faut trouver le juste milieu. Et que pensez-vous de ce vernissage finalement qui a eu lieu à l'ambassade du Congo? N'est-ce pas déjà une réponse à votre préoccupation? Tout à fait. Je remercie vraiment l'ambassadeur de pouvoir me faire cet honneur, de pouvoir permettre à ce qu'il soit là pour présider cette dédicace. Et aussi, ça me flatte que ce soit le départ d'une causerie qui va avoir lieu ici à l'ambassade tous les mois. Et je pense que c'est une très très bonne chose. Et je pense que c'est une oreille attentive aux cris que je suis en train de lancer et à la réflexion que j'appelle à notre communauté. Bon vent, madame. Merci. Merci à vous. Vas-y, arrête ton ciné. Quel piège, Saint-Nicolas. Retour plateau sur notre tribune. Lady vous écoute, tribune des droits des femmes et des hommes. Vous n'étiez pas à cette séance de dédicace, c'est comme si vous y étiez désormais, en vous rappelant que cet ouvrage se trouve dans les meilleures librairies, va-t-on dire, à la FNAC notamment si vous êtes en France, et partout ailleurs où vous trouvez au prix de 20 € seulement. Je fais ma petite commerçante de service, puisque les femmes disent sur les marchés, venez me tromper. Et c'est vrai qu'on les trompe, parce que quand on voit l'énergie qu'il y a eu pour acquérir les produits qu'elle propose, les services qu'elle propose, et qu'on a encore le culot de vouloir marchander pour acheter au plus bas prix, c'est tout juste ignoble. Nous sommes là pour nous en insurger. Alors que vient de nous rejoindre sur le plateau Jean-Pierre Niminzonga. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci d'être arrivé avec nous sur ce plateau dans cette discussion. Vous êtes politologue, historien, écrivain, et d'autres casquettes encore, président de l'association, alors en Belgique on dit ASBL, Culture, Éducation, Développement et Démocratie. Anciennement ministre au Congo, Kinshasa de 85 à 90. Merci d'être présent dans notre discussion. Vous arrivez, je vais le dire, fraîchement de Belgique pour pouvoir vous joindre à nous et nous en sommes honorés. Nous allons prendre au téléphone notre téléspectateur en attente depuis un moment avant d'aller de l'avant dans la discussion. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Oui, allô. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, moi, j'appelle de Toulouse. Je suis Désiré. Je suis président d'une association qui s'appelle ACDC. Allez-y, je vous prie. Alors, d'accord. Donc, si vous voulez, mon association s'appelle Afrique Compétences Diaspora Éco-Développement. Et ça m'interpelle ce qui se passe sur le plateau, les propos des uns et des autres. Et je vais rebondir sur ce que le monsieur a dit par rapport aux Chinois. Je pense qu'aujourd'hui, on doit prendre conscience de quelque chose, qu'on n'est plus isolé. On n'est plus isolé. Les Chinois, ils ont compris quelque chose. Le monde est en mouvement. Et si quelqu'un se laisse faire, on vient le phagocyter. Le Chinois qui vient produire du beignet camerounais ou béninois, je ne sais rien,
il vient chercher de l'argent. Il vient conquérir un marché. Et donc, on ne peut plus se dire aujourd'hui qu'on a l'exclusivité de la production de nos produits chez nous, parce que le monde est en mouvement. Et je fais la transition pour aller vers la dame, qui a dit de très belles choses également. Quand elle dit que les Africaines, nos femmes sont assez structurées dans leurs pensées, dans leurs actions, je dis complètement oui. Mais entre les deux, il y a un problème de culture qui se pose effectivement. Comment réagissons-nous chez nous et à l'étranger, à l'extérieur? Il y en a plein qui sont en France, éparpillés sur tout le continent européen et même aux États-Unis. Mais pourquoi on n'arrive pas à se fédérer pour faire des actions communes? Il nous faut de la mutualisation de compétences et plein d'autres choses pour avancer ici et là-bas. Merci, merci monsieur pour votre rapport. Je voudrais, monsieur Nimi Nzonga, vous entendre donc sur, pas ce qui s'est dit au début de cette émission jusqu'à présent, mais entendre votre positionnement en tout cas par rapport à l'émergence potentielle ou la non-émergence des femmes du secteur informel qu'est le petit commerce. Elles y sont, elles sont présentes, elles sont nombreuses, elles y restent longtemps malheureusement. Il n'y a pas nécessairement une passerelle vers autre chose en dehors de cette informelle. Et pourtant, de génération en génération, on a entendu l'histoire des beignets fait mal au cœur à tout le monde. Chacun botte en touche en parlant du chinois, mais là n'est pas la véritable question. Les femmes sont enfermées dans ces petits formats de fonctionnement, c'est beaucoup de sueur. Je ne voudrais faire pleurer personne, et on ne prend pas toujours cela pour ce que c'est. Merci, madame. C'est la réalité, pourtant, c'est la tragique réalité. Mais moi, à mon entendement, je pense que la femme ne constitue pas un cas à part. Comme l'on pourrait parler, par exemple, des handicapés dans une société, comme on pourrait parler d'une catégorie sociale un peu défavorisée, pour lesquelles il faudrait apporter un petit coup de main. Non. La femme est un être à part entière qui appartient dans la société au même titre que l'homme. Et à cet égard, à mon sens, je pense que la femme doit participer avec l'homme ensemble dans le développement de sa société. Vous avez vu que je vous ai dit, à Bruxelles, nous animons une ASBEL, comme on appelle chez nous, qui s'appelle CEDEM. Nous avons des aspects culturels que nous développons. Nous avons des aspects liés spécifiquement au développement et des aspects liés à l'éducation. Alors, en ce qui concerne le problème d'aujourd'hui, je crois que les aspects de développement nous interpellent fortement. Bien entendu, bon, les sociétés africaines, au jour d'aujourd'hui, sont structurées comme elles sont, c'est-à-dire qu'elles connaissent une certaine dégradation évidente. Et c'est cela qui fait que, pour pouvoir pallier à certaines carences, la femme s'adonne à certaines activités. Mais l'homme qui est chômeur, l'homme qui ne travaille pas, aurait pu, et fait d'ailleurs, les mêmes choses que la femme, en se levant le matin, en allant, entre guillemets, se débrouiller pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Pourquoi les femmes le font le plus souvent? Parce que, de façon générale, l'homme va travailler dans la structure formelle. Ou d'ailleurs, il n'est pas mieux loti que ceux qui sont dans la structure informelle. Alors, l'homme travaillant dans cette structure formelle, la femme qui reste à la maison, doit pouvoir apporter un complément qui aiderait l'homme à arrondir les fins de mois pour pouvoir aider les besoins du ménage. C'est ainsi que la femme s'adonne à ce genre d'activité. Mais dans un contexte où les emplois manquent cruellement, de chômage, j'allais dire, chronique, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, la problématique concerne l'Africain. Comment doit-il se sortir de cette situation de précarité pour arriver à aider, n'est-ce pas, sa société et sa famille à pouvoir s'en sortir? Parce que la femme, il ne faut pas l'isoler comme un être à part, comme un être qui a des problèmes, la pauvre femme, il faut l'aider. Non, l'homme dans sa société. N'avez-vous pas peur que cette approche non genrée, justement, invisibilise les spécificités des femmes? Mais tout à fait, vous avez raison. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je crois que les femmes... Bon, il y a plusieurs catégories de femmes. Hein. Si vous prenez la société traditionnelle avant les indépendances africaines, la femme n'était pas bien lotie. Même au niveau de la scolarisation, il y avait des dichotomies et des différences telles que le niveau de scolarité de la femme n'était pas le même que celui, mais au jour d'aujourd'hui, que celui de l'homme, je vous l'ai dit.
nos jours d'aujourd'hui, je crois que les jeunes femmes, quand ils commencent leur école primaire, ils ont les mêmes atouts que l'homme. Ils terminent, ils sont des collègues, ils terminent même jusqu'à des niveaux supérieurs, élevés, ils terminent à l'université, ils entrent dans le marché de l'emploi, ils travaillent. Et si cette dame tombe sur un homme qui a un métier un peu claudiquant, ben c'est l'homme qui devra s'adonner à l'informel. Ou alors, elle est bien vite rattrapée par les réalités de la féminité, notamment les maternités, qui vont faire que par rapport à son emploi, elle va devoir faire des interruptions et devoir se réorganiser comme elle peut pour pouvoir, malgré tout, garder un certain cap. Nous allons, je voudrais que vous réagissiez à cela, Odile Wanouké, mais nous avons au téléphone Monsieur de Paris, le sujet n'étant pas la Chine et l'Afrique, mais bien les femmes et le commerce informel. Nous vous écoutons, monsieur. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Excusez-moi, je voulais juste donner un petit plus au niveau de ces petits débats, enfin de ces débats, excusez-moi. Donc, moi, je crois qu'on peut quand même mettre une petite responsabilité. Enfin, l'État a aussi une part de sa responsabilité au niveau de ces situations aussi. Parce que si je vois bien, il y a des volets pour moi, à mon avis, en fait. Donc, la femme qui produit d'abord, si on prend dans les secteurs informels, pardon, une femme qui produit les quantités, l'État, normalement, pouvait faire un système de coopérative, en fait. Parce qu'on voit une femme qui est au village, qui produit des tonnes ou des quantités de manioc, qui n'arrive pas à l'amener dans le centre du village, par exemple. Et si l'État, il avait mis un moyen pour mettre le système de coopérative, c'est-à-dire que la maman, elle sait déjà que dans mon village, il y a un petit coin où il y a la coopérative que l'État, il achète les produits à un petit prix. La maman va mettre tous les stocks, toutes les quantités qu'elle en a produit dans son petit champ, va amener parce qu'elle sait déjà que dans le secteur de mon village, il y a un petit coin où l'État, il a mis ses moyens. Nous tous, dans le village, nous amenons nos biens là-bas. Donc, l'État, il a quand même une part de sa responsabilité. Et puis, le système de microcrédit, une maman qui vend des petits beignets, s'il n'est pas suivi, comment elle va se développer? Or, si la maman, un jour aussi, elle se développe, elle sera suivie par un petit comptable, un petit... Donc, il y a tout un système, en fait. Donc, l'État, il doit faire le système de coopérative. Donc, qui dit coopérative, qui dit des routes d'intérêt général, qui vont amener jusqu'au village. Et ça, nous n'avons pas le moyen. Donc, l'État a une part des responsabilités au niveau de ces problèmes-là aussi. Donc, on voit les femmes, ils ont le courage, mais ils n'ont pas le suivi, en fait. Notre ligne vous reste ouverte, mesdames. Vous vivez peut-être en dehors de l'Afrique. Vous faites vous aussi certainement du petit commerce. Édifiez-nous et dites-nous vers quels produits vous êtes dirigés. Parce que si au village, dans les campagnes ou en Afrique, ce sont initialement les produits agricoles, parce qu'on va planter 2-3 tomates pour la consommation du ménage et puis l'excédent va être revendu pour faire acquisition de produits de première nécessité. Dans les zones urbaines, on va vouloir acheter du sel, du vernis à ongles parce qu'on n'oublie pas d'être jolie même si la vie est difficile. Mais quand on est dans la migration, on va continuer quand même en vendant peut-être des produits du pays qu'on ne trouve pas facilement. Alors, au détour d'un voyage, d'aucune ramène des petites choses que l'on vend. Et puis, on n'oublie pas que celles qui sont en Occident font, elles aussi, du petit commerce informel de produits de luxe. Mesdames, quand vous débarquez en Afrique, bardées de marques que vous êtes, alors? Mais c'est toujours l'histoire de complexe. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que la femme africaine, dans le temps, elle n'était pas bien respectée dans la société. Non, c'est l'inverse. La femme africaine, à l'époque, elle était bien respectée parce que l'Africain a toujours su mettre la part des complémentarités dans le genre, dans l'homme et la femme. Il y a toujours eu dans la société africaine cette concession des complémentarités par rapport déjà à la nature, par rapport déjà au travail qu'il y avait, où chacun devait faire en se disant ça c'est le travail de l'homme, ça c'est le travail de la femme, et que pourquoi quand on monte dans l'histoire, par exemple, si on prend juste le fait de survie, par exemple dans les grandes sociétés, on verra que à l'époque, la femme, par exemple, elle ne pouvait pas aller à la chasse. On dit comme ça, ben, elle ne peut pas faire la chasse. Mais quand on regarde dans la conception des anciens, pourquoi? Parce que la femme, c'est elle qui donnait la vie. Donc, si vous envoyez cette personne à la chasse et qu'elle meurt, donc il n'y aura plus de vie. Donc, du coup, c'est une personne à protéger. Donc, dans le temps, en tout cas dans la nuit des temps, la femme a toujours eu sa part des responsabilités, des complémentarités par rapport à l'homme. Et je mentionne toujours,
le fait de la colonisation, de l'esclavage, de l'apport de cette conception de dire, voilà, l'Africaine est ceci et c'est là, et que, bon, ben, il y a des proverbes qu'on dit maintenant, oui, la femme, quand elle est là, elle ne peut pas construire un village. Je dis ça en lingala, moi, c'est Tongarambo Kate, c'est pas possible, c'est pas vrai. Parce qu'on a vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, les femmes qui ont gouverné l'Afrique, effectivement, quand on prend la part de nous qui sommes arrivés ici en Europe, qui avons migré, c'est vrai qu'on reste toujours avec ces réflexes-là de dire, voilà, il faut que je survive, il faut que j'amène. Mais bon, par exemple, vous allez dans des fêtes aujourd'hui africaines, ben, vous allez trouver des femmes qui sont en pagne. Ben, tout le monde est en pantalon, tout le monde est en mini-jupe. Pourquoi? Mais on s'adapte au milieu, et on s'adapte aussi à la mentalité. Et ça ne veut pas dire que les pagnes ne sont pas valables comme élément de tenue. Et aussi, on pense toujours à l'autre. Qu'est-ce qu'on va apporter à l'autre? Bon, ben, on va apporter à l'autre ce qui amène la valorisation, c'est-à-dire je préfère porter les marques européennes que porter les marques fabriquées par mon frère. Par exemple, j'ai préféré prendre les sacs, je cite comme ça, Louis Vuitton ou autre chose, que prendre les sacs fabriqués, par exemple, par Freddy. Ça aussi, c'est une question de mentalité. Et je pense qu'il faut sortir de cette mentalité-là, c'est dire, tiens, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi toujours aller vers les autres et pas nous? L'Afrique n'est pas toujours obligée d'avoir des petits commerces, non. Il faut créer des structures, fait que ces femmes-là sortent de cette situation. Parce que maintenant, on prend ces 90% des Africaines qui vivent dans cette situation-là. C'est pas normal. Monsieur Freddy Bongo, je voudrais vous interpeller là-dessus. Vous avez entendu tout ce qui s'est dit. Est-ce que quelque part, les femmes elles-mêmes ne vont pas volontairement rester dans ce qui est le secteur informel, parce que, encore une fois, cela est facile à concilier avec la vie de femme par ailleurs. Parce que ce n'est pas tout d'avoir une multinationale. S'il faut partir en mission tous les 4 matins, avoir la menace d'un mari qui nous remplace avant qu'on ait fini de faire le voyage, et que les enfants soient laissés à volo, et qu'on soit stigmatisé par la société parce qu'on n'est pas une bonne mère, peut-être que finalement, toutes les femmes ne demandent pas à sortir de cette informelle parce que ça les arrange de cette manière-là. Il n'y a pas forcément de taxes à payer, il n'y a pas forcément... On y va tous les jours, et si un jour on ne peut pas y aller, ma foi, ça n'est pas un drame. Je pense que ceux qui veulent rester, il faut les encadrer à rester tout en assurant la pérennité de leur travail. Ceux qui veulent monter, il faut les aider aussi, les encadrer à monter. Voilà. En faisant un sondage en disant, madame, voulez-vous rester comme ceci, voulez-vous passer à autre chose? Mais c'est le rôle des intellectuels. Quel est le rôle des intellectuels? Si on a des intellectuels, c'est à eux d'observer. Mais il y a un travail à faire. S'il y a des intellectuels, mais c'est à eux de faire ce travail, va vers ces femmes. J'avais dit la fois passée, nous avons 100 femmes qui fabriquent des chikwang. Nous avons pris notre temps à étudier, à comprendre comment ils fonctionnent. Nous avons constaté que ces femmes-là ont l'intelligence, ils ont des connaissances, mais en désordre. Maintenant, nos gens qui sont structurés, ils vont prendre ces connaissances-là, structurer ça, pour les amener à monter. Donc les femmes qui veulent rester dans la routine, pour ne pas payer l'impôt, payer l'impôt, toutes ces histoires, on les encadre selon leurs capacités. Ceux qui veulent monter, il faut les encadrer pour monter. C'est simple. On parle des intellectuels en vous désignant à peine, mais l'occasion est trop belle pour moi trouver que de ne pas vous demander de répondre à ce point-là. C'est un terme qui m'effraie, intellectuel, vous savez. Il faut distinguer instruit et intellectuel. Oui. Tous ceux qui sont instruits ne sont pas forcément des intellectuels. Mais cela étant mis à part, je voudrais simplement faire une petite réflexion en profondeur sur la structure de nos économies, sur la structure de nos États en Afrique. Parce que je pense, si vraiment nous reformulions, nous repensions, nous avions des nouveaux concepts pour faire fonctionner nos économies, l'informel n'existerait plus. Parce qu'en fait, l'informel est un parent pauvre qui vient pallier, n'est-ce pas, au manque du secteur formel. C'est parce que le secteur formel, le secteur structuré ne marche pas que l'informel prolifère. Si, en Europe ici, il n'y a pas d'informel, les bonnes dames qui vendent des produits africains ici, ils ne sont pas dans le secteur informel, ils sont dans une économie structurée. Ces dames payent leurs impôts. Est-ce que vous pensez que les dames... Ici en Europe, si vous ne payez pas vos impôts, vous avez des problèmes avec le fisc. Les vendeuses à la sauvette, vous pensez qu'elles payent des impôts? Alors, on ne les connaît pas. Ils n'ont pas de registre de commerce. Oui. Mais si vous avez un registre de commerce à Paris, à Bruxelles... Mais à partir du moment où on a un registre de commerce, on n'est plus dans l'informel. Vous êtes dans une structure organisée. Oui, on n'est plus dans l'informel. C'est ce que j'ai dit. Oui. Il faudrait que nos États africains arrivent à structurer nos sociétés de cette manière
là, qu'il n'y ait plus de secteur informel. C'est ça d'ailleurs un des signes, une des manifestations du développement. Si l'informel n'existe pratiquement plus, c'est que le pays tourne à plein rendement. Mais est-ce que les consommateurs gagnent quelque chose à ce qu'il n'y ait plus du tout d'informel? Ça veut dire qu'on paierait les produits plus chers. Ces beignets dont on parle tant commenceraient à coûter un prix tel que la taxe par-dessus le prix de la farine. Plus personne n'a envie de manger des beignets. C'est la loi de l'offre et de la demande. Si l'offre est là, le prix baisse. Si la demande est plus importante que l'offre, les prix vont augmenter. C'est-à-dire qu'il faut réguler l'économie de telle manière que tout puisse marcher de façon équilibrée. Vous m'aviez dit que... Parce que moi, je suis pour la promotion de la femme. Je ne suis pas un féministe, hein, je suis pour la promotion de la femme. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré beaucoup de femmes qui ont étudié. J'ai rencontré beaucoup de femmes qui se sont organisées parce que, vous savez, devant la situation que nous vivons aujourd'hui, il faut parer au plus pressé. Ils organisent des structures pour encadrer les personnes, parce que je ne dis pas les femmes, les personnes qui œuvrent dans l'informel. Ça peut être l'homme comme ça peut être la femme. Et toutes ces organisations, au Congo, il y en a, hein, Africa, une association des dames qui marche très bien. Vers les années 80, il y avait une organisation OFCD, Organisation des femmes cadres d'entreprise. Vous voyez, il y a des femmes qui étaient des cadres dans des entreprises, qui directeur ici, qui sous-directeur là-bas, qui ceci, qui cela. Et je connais même une dame, elle me permettra de la citer, Madame Bolia, qui travaillait dans une usine chez nous, Marsafrou. Margarinerie et savonnerie du Congo, Marsafrou. Ben, elle encadrait les femmes paysannes pour leur apprendre comment fabriquer du savon. C'est une chimiste, c'est une femme compétente. Mais c'est parce que l'informel devait exister. Mais dans une économie structurée, dans un pays où tous les agrégats fonctionnent bien, mais vous comprenez bien que ce secteur-là n'existera pas. La savonnerie existera, vous payerez vos taxes, vous évoluerez à l'intérieur d'un système organisé et tout marcherait très bien. Alors, je parlais des dames qui sont en Europe, qui payent leurs impôts, qui évoluent dans une économie, à l'intérieur d'une économie bien organisée. Pour moi, j'estime que ces dames ne sont pas dans l'informel. Vous m'aviez fait un petit clin d'œil qui m'a interpellé en disant que, oui, la dame, quelle que soit sa situation, lorsqu'elle est rattrapée par des problèmes de maternité, elle doit prendre son congé. Mais si elle est dans une structure organisée, mais elle a son congé payé, elle a... Comme n'importe quelle personne qui prend son congé, elle ne souffrira pas dans son ménage de tout ce qui se passe. D'où il faut amener les dames, comme disait maman ici, à pouvoir... Déjà, à l'époque coloniale, vous avez dit qu'elles avaient un rôle important à jouer. Eh bien, ces femmes doivent pouvoir jouer le rôle de plus en plus important aujourd'hui pour amener les gens à prendre conscience à ce que nous poussions, mais c'est un autre débat, revisiter les structures économiques de nos pays. Mais ça, c'est un grand débat. Pour revoir tout ça. Nous sommes tributaires de pas mal de choses depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Et nous fonctionnons de cette manière-là, hélas, avec les programmes du Fonds monétaire international, programmes d'ajustement économique. Les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, les riches de plus en plus pauvres. Et les femmes de plus en plus femmes. Hélas. Aïe, 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 Maman Nangaï, pour paraphraser l'ouvrage de le titre de votre ouvrage. Alors, n'y aurait-il que les femmes pour pouvoir tendre cette main aux autres femmes dans le secteur informel? Monsieur donnait l'exemple d'une dame tout à l'heure avec le schéma de la savonnerie. Quand une femme sait ce que c'est que d'être une femme au quotidien avec tous les agrégats qu'il y a autour, n'y aurait-il donc que les femmes dans la catégorie des diplômés ou intellectuels ou ceux qui n'ont pas les pieds et poings liés par leurs conditions pour pouvoir accompagner l'émergence et l'amélioration, la réduction de la pénibilité du travail de ces dames? Non, je ne pense pas. Les hommes aussi doivent soutenir ces femmes-là pour pouvoir aller de l'avant. Parce que de toute façon, c'est le maillon fort d'une structure de base, de la cellule de base qui est la famille. Donc, si elle est forte, tout le reste va en subir les conséquences, donc va se lever. Et si l'homme soutient en plus, c'est encore mieux. Et je pense que ce n'est pas seulement les femmes qui doivent soutenir, etc. Mais je pense que quelque part, moi, je vois toujours du côté de culture, et quand monsieur dit on n'en peut rien parce que c'est les FMI et c'est quelque chose, moi je pense que peut-être la femme a un rôle à jouer en disant à l'homme, eh oh, viens ici, assis-toi et bavardons, qu'est-ce qui se passe? Il ne viendra pas si c'est sur ce ton-là. Non, mais quand femme veut, Dieu veut, voilà. Et donc si elle dit stop là, ça va là, parce que quelque part nous en sommes arrivés aujourd'hui à ce que l'homme africain ne respecte plus sa femme comme dans le temps. La maman, la sœur, la petite sœur, c'est aujourd'hui, vous voyez votre garçon insulter votre fille, vous ne dites rien, mais il va continuer avec sa femme, il va continuer avec sa belle-mère, etc., etc. Ça part de rien, ça arrive jusqu'à l'État. Donc, c'est dire, oh, viens ici, on s'assoit, on discute et on repart avec les choses.
FMI et tout ça, c'est une question de vision politique, c'est une question de voir qu'est-ce qui est bien pour la population, qu'est-ce qui est bien pour ces mamans-là. Comment on va sortir petit à petit ces femmes-là de cette misère? Parce qu'effectivement, si elles en sont arrivées là, c'est à cause de la misère. Si aujourd'hui, en France aussi, il y a l'économie informelle, il y en a dans tous les domaines, que ce soit culturel, que ce soit, je ne sais pas, même au niveau de l'alimentation, on en voit. Je vais citer encore Barbès, je ne dis pas que c'est là que se trouve toute la misère du monde, mais on le voit. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne peuvent pas aller dans des structures étatiques qui font que il faut bien vivre. Donc pour bien vivre, on se débrouille. Donc voilà. Donc il faut que les gouvernants de pays africains pensent à ça et aussi à pouvoir adapter l'économie de nos pays par rapport à nos cultures. C'est quoi les lois des autres que nous sommes en train de copier comme ça, copier-coller sans que ça puisse s'adapter? Mais tout simplement parce qu'on n'a pas pris nos cultures. Qu'est-ce qu'on a? Les lois, c'est quoi? Ce sont les coutumes qu'on a étatisées, qu'on a formalisées, c'est tout. Prenez nos coutumes aussi, formalisons-les au lieu de prendre toujours de calquer et de mettre sur nos sociétés, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut peut-être voir les choses dans ce sens-là. L'économie informelle, elle existera toujours parce qu'il y aura toujours des gens qui vont pouvoir tricher. Est-ce que c'est une volonté de tricher d'ailleurs? Est-ce que ça n'est pas tout simplement un arrangement avec son quotidien? Exactement, c'est un arrangement et qui fait que les gens se disent, bon, au lieu de donner 100 € de déclaration, je peux en donner 50, les 50 autres... Si seulement on y pense, même d'ailleurs, quand on a cultivé encore une fois 3 tomates et qu'il y en a 4 autres qui menacent de pourrir, vaut mieux les vendre à la voisine qui n'a rien cultivé du tout que de les mettre à la poubelle et on ne s'interroge même pas sur comment fonctionne l'économie, si seulement on sait. Mais je voudrais quand même que vous réagissiez à ce que femmes et hommes compris depuis le début de cette émission s'émeuvent sur cette... Alors, c'est encore moi qui reviens sur l'Asie et je ne devrais pas, bien sûr. Je donne le bâton pour me faire battre, mais tout de même, revenir sur les Asiatiques présents en Afrique dans le commerce informel, dans le même temps que les Africains sont vautrés dans les commerces, ou plutôt sont la clientèle de ces commerçants asiatiques en Europe. Il y a un paradoxe tout de même. Bon, je voulais soutenir d'abord ce que madame a dit. Pour soutenir une maman, à côté d'abord, il y a la volonté politique. Lorsqu'il y a, dans un pays, lorsqu'il y a la volonté politique, c'est la clé du succès. Mais qui est politique? Ce sont des hommes aussi qui rentrent en politique et qui ressortent de la politique. Il est là en face de nous. J'entends bien, mais avant que d'être en politique, on est monsieur tout le monde. On a déjà un politicien en face de nous. Donc s'il y a la volonté politique, l'État va mobiliser les journalistes, ça va passer par informer les gens, la formation, mobiliser les gens. Vous voyez? Lorsque les gens sont mobilisés, ils vont comprendre. Parce que la télévision, c'est quoi? La télévision est là pour encadrer, pour informer les gens. Lorsqu'il y a la volonté politique, c'est la volonté politique qui va faire que tout va se déclencher. Parce que la volonté politique va pousser les politiciens à laisser les journalistes tranquilles. Mais oui. Mais alors, attendez, moi j'ai quand même une question. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non. Pour que les journalistes et les intellectuels et les gens qui ont des projets, des propositions à faire auprès des populations puissent s'exprimer. Je ne sais pas si je me trompe. Monsieur Mongo, au nom de quoi? Ou plutôt, monsieur Niminzonga, est-ce que le politicien, quand il rentre en politique, une fois que cet homme, qui n'était pas anciennement politicien, le devient, commence à improviser des réflexes qu'il n'avait pas quand il n'était pas en politique? N'est-on pas en politique le prolongement de ce que l'on a été quand on n'était pas en politique, à savoir un individu sensible à ceci, à cela, et donc en politique, on met en pratique des solutions? Ou est-ce que quand on rentre en politique, c'est comme quand on rentre en religion par la volonté de l'Esprit Saint, on commence à avoir des réflexes qu'on n'avait pas? Vous savez, le grand problème, c'est d'abord le problème de l'organisation démocratique. Parce que la politique, c'est quoi? La politique, si vous prenez son sens étymologique grec, c'est la gestion de la cité, la police. La gestion de la cité. Mais pour gérer une cité, avant d'être le décideur ou d'être le gestionnaire, le responsable politique d'une organisation ou d'une structure, vous avez une idée, à vous, qui vous permet de savoir que si je suis aux affaires, je vais m'y employer de telle manière pour que le bonheur, in fine, puisse atteindre mes compatriotes. C'est ainsi que les gens se regroupent en fonction des affinités. Vous voyez le développement dans tel angle, moi aussi je le vois dans un angle plus ou moins compatible avec la vôtre, nous formons une association qui s'appelle un parti politique.
nous avons la même idéologie. Et une fois que nous serons au pouvoir, nous allons appliquer notre façon de voir pour le bien-être de tout le monde. Lui, s'il a une autre vision de la société avec ceux qui partagent la même vision que lui, se battra sur l'échiquier politique pour que les suffrages puissent lui revenir et que lui puisse gérer. Ce n'est pas du matin au soir, vous vous réveillez, vous vous retrouvez politicien, vous recevez un sérum de vérité, vous commencez à distiller des vérités urbi et orbi. Non, c'est en fonction de l'idéologie qui est le vôtre que vous voulez organiser votre société. Et c'est cela que nous voudrons, une société organisée. Lorsque, après des élections saines, dans un climat apaisé, vous accédez au pouvoir, vous mettez en pratique votre idéologie de gestion de la société, en ce moment-là, chacun de vous s'y emploie pour que la société évolue dans la manière que vous souhaitez. Si demain, l'on se rend compte que votre façon de faire n'est pas la bonne et que vous avez conduit la société à l'impasse, ben vous êtes sanctionné. Au niveau des urnes, on ne vous élit plus. On élit madame qui, avec les siens, sera au pouvoir. C'est ça le rôle du politique, dans un contexte sain, pas dans un contexte malsain. Mais si nous cantonnons dans ce que nous vivons aujourd'hui, là, évidemment, le raisonnement est biaisé. Il faut qu'il y ait la volonté. S'il n'y a pas la volonté... Mais c'est cela la volonté politique. Vous avez s'il n'y a raison. pas la volonté. Tout à fait. Lorsque je parle de la volonté, il y a beaucoup de choses dans la volonté. Et s'il n'y a pas la volonté politique, quelle sera la conséquence? Madame, monsieur, j'aurais voulu quand même que cette émission dure tout le temps qu'il faut pour que la situation se résorbe et s'améliore, notamment pour les femmes aussi, et donc par ricochet pour les enfants et les hommes. Mais nous touchons à la fin de cette émission. Je dis toujours que 90 minutes, c'est bien peu pour refaire le monde. Et oui, c'est déjà passé. Je voudrais qu'on parle quand même, vous aviez quelques proverbes, quelques dictons pour nous sous le coup de monsieur Nimi Nzonga. Voulez-vous nous en étayer quelques-uns, parce que si on a fait appel à la politique, au bon sens, à la raison, et que malheureusement les choses ne s'améliorent pas, peut-être faut-il aller chercher du côté de la sagesse populaire. Eh bien voilà, ça rejoint ce que madame disait depuis la nuit des temps. Parce que vous savez, ces proverbes, ce que vous avez appelé la sagesse populaire, n'est pas un fruit né de la spontanéité. Il faut aller puiser dans la nuit des temps pour pouvoir retrouver certaines sagesses ancestrales que nous continuons à véhiculer aujourd'hui comme des balises, pour essayer un peu de guillonner ce qui évolue à l'intérieur d'une société donnée. Vous savez, chez nous, on dit, par exemple, chez nous, c'est-à-dire au Congo, mais en Afrique centrale, un peu partout, vous allez vous y retrouver aussi, madame, Mboa, c'est le chien. Azali na makolomine, alanaraka kanzela moko. Ça veut dire que le chien a 4 pattes, mais malgré ses 4 pattes, il peut poursuivre qu'un seul chemin. Ah, n'en parlons pas si on n'en a que 2. Ah. C'était ça. Or, nous avons un artiste musicien congolais, parce que ça, ce sont des gens, ce sont des véhicules. Vous avez parlé des journalistes. Hein. Les artistes et musiciens sont des opérateurs culturels énormes. Ils véhiculent aussi le vécu quotidien. Malheureusement, pas celle d'aujourd'hui. Hein. Voilà. Il y a Franck Lassane, un artiste et musicien congolais, qui a utilisé ce proverbe pour éduquer une dame, pour éduquer une femme. Ouais. Il dit, le chien, il a 4 pattes. Il ne suit qu'un seul chemin. Mais vous, vous en avez 2. On vous retrouve à travers les 24 communes de la capitale. C'est anormal. C'était pour l'éduquer. Vous voyez? Et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Nous aurons l'occasion de revenir dessus. Je vous donne le mot de la fin, madame. Madame Wanouké. Pour finir, nous sommes hors temps, là, je dois rendre l'antenne. Nous allons finir avec un proverbe qui... Messieurs, s'il vous plaît. Monsieur, merci. Qui dit que éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Et dans un proverbe togolais, ils disent que la femme est Dieu. J'ai failli dire Alléluia, mais ça y est, c'est sorti. Merci à vous qui avez accepté de participer à cette émission. Merci à vous qui nous avez regardé, qui êtes fidèles à Lady vous écoute. Rendez-vous, si Dieu le veut, demain. Au revoir. Merci.